Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans cette série d'épisodes consacrée aux fonctions récursives. Alors l'idée derrière cette série d'épisodes, c'est justement de faire beaucoup de pratiques, donc de résoudre plein d'exercices pour comprendre et maîtriser cette notion. En effet, cette notion, on peut aisément la comprendre quand on la voit en théorie, c'est-à-dire une fonction qui fait appel à elle-même pour résoudre des problématiques qui seraient plus compliquées si on ne les résolvait pas comme ça. Le souci, c'est que on comprend la notion parfois, mais dès qu'on se retrouve devant l'ordinateur et qu'on essaie de la coder, on est un peu perdu, on n'arrive pas à la mettre en pratique en fait. On a la théorie, on n'a pas la pratique. Donc l'idée derrière cette série d'exercices, c'est de faire de la pratique. Sur plein d'exos, recoder des méthodes qui existent déjà en Python, en inventer d'autres. Mais l'idée, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que j'ai constaté une chose, c'est que sur Internet, on tourne très vite en boucle sur la notion de récursivité. C'est-à-dire qu'on va vous montrer la suite de Fibonacci, on va vous montrer 2-3 autres exemples qui vont un peu tourner en rond sur tous les sites et tous les bouquins. Et puis si avec ces exemples-là, vous n'avez pas compris, vous n'avez plus rien pour vous entraîner. Donc là, l'idée, c'est de vous offrir beaucoup d'exercices pour que vous puissiez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et l'idée, c'est que dès que vous avez compris, vous n'êtes pas obligé forcément de finir la vidéo. Vous avez compris la notion, vous la maîtrisez, vous pouvez partir. Mais l'idée, c'est de vous offrir plein, plein, plein d'exercices pour que vous puissiez prendre le temps de comprendre cette notion, de la pratiquer. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. On se retrouve sur Visual Studio Code et avant de coder notre première fonction récursive, j'aimerais émettre une petite réflexion. Les méthodes que l'on va coder ne seront pas nécessairement des méthodes optimales ou des algorithmes utiles. Par exemple, ici, on va recoder le fonctionnement d'une multiplication de deux nombres entiers positifs. Une méthode récursive qui reproduit une multiplication n'est pas nécessairement utile. On peut directement utiliser la multiplication qui nous est donnée avec le langage Python, comme ici n1 fois n2. Cependant, on n'est pas là pour faire des choses optimales, on est là pour s'entraîner sur la récursivité et voir justement comment ça fonctionne. Donc ça ne nous dérange pas. Et deuxième chose, comme vous pouvez le constater ici, j'ai mis à gauche l'endroit où on va coder notre fonction récursive et à droite ce que l'on attend. Alors je ferai peut-être ça pour les premiers exercices et ensuite je passerai directement au code sans montrer le résultat, mais je trouvais que c'était intéressant de voir ce que l'on attend et de voir petit à petit comment on arrive au code que l'on attend. Donc, on va procéder bien de suite au codage de la récursivité pour une multiplication de deux nombres entiers positifs. L'idée derrière la multiplication, c'est de multiplier un nombre par un autre. Donc, on sait déjà au tout départ que l'on va avoir un premier nombre. Alors ici, je choisis arbitrairement 3, donc qui sera stocké dans ma variable n1, et je choisis un second nombre, 5, qui sera stocké dans la variable n2. Je sais que je veux coder une méthode récursive. Pour ça, il va falloir que je stocke le résultat qui est renvoyé par cette méthode, et cette méthode, je vais l'appeler, qu'elle soit parlante, récursion multiplication. Alors, maintenant que la méthode est ici, ce que j'aime faire, c'est passer tout de suite à la définition de cette méthode, récursion multiplication. Je ferme les parenthèses, et là je mets un pass. Ça laisse le temps de réfléchir. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Eh bien, si on veut que la multiplication soit faite, on va avoir besoin de nos deux nombres. Donc ici, on peut se dire, bon, très bien, cette méthode, je vais lui envoyer n1 et n2. Je vais lui envoyer n1 et n2. On commence à avoir un petit début. Je supprime le pass, et je sais que cette méthode sera récursive. Donc je sais qu'à un moment, elle doit s'appeler elle-même. Ce que je fais, c'est que du coup, je la recode à l'intérieur de sa définition même, et puis je vais renvoyer n1, n2. Alors là, pour le moment, j'appelle ça une machine infernale, c'est-à-dire que on n'a rien pour stopper la récursivité ici. On va faire appel à récursion multiplication, qui va faire appel à récursion multiplication, qui va faire appel à récursion multiplication indéfiniment. Donc là, en l'état, on ne peut pas la laisser comme ça, mais on a un début de squelette, on a un début de réflexion. Donc, on constate qu'il faut arrêter cette machine infernale. Il faut qu'elle puisse me renvoyer le résultat, il ne faut pas que ça dure infiniment. Comment on peut arrêter ce résultat? Il nous faudrait une variable qui nous permettrait de compter combien de fois on a additionné le nombre
Et du coup, quand on a atteint le bon nombre d'additions, sachant qu'une multiplication, c'est juste une répétition d'addition, eh bien ça veut dire que notre multiplication, elle est terminée et on renvoie le résultat. Ce nombre-là, je vais l'appeler i, et donc je sais que tant que i est inférieur à n2, je veux aller dans ma récursion. Sauf que là, ici, i, il n'est pas instancié. Alors réfléchissons où est-ce qu'on pourrait mettre le i. Ce que l'on peut faire, c'est le mettre en paramètre de la méthode, et ici, on l'initie à 0. Donc quand j'appelle ma méthode et que je n'indique pas de valeur pour i vaudra 0. Mais si jamais j'indique une valeur pour i, alors i vaudra cette valeur-là. Ici, je vais envoyer i est égal à i plus 1. Donc là, on commence à voir quelque chose. On commence à voir quelque chose, c'est-à-dire que ici, i sera égal à 0. Comme i est inférieur à n2 puisque n2 vaut 5, on ira dans récursion multiplication et i vaudra 1. Ensuite, i vaudra 2, i vaudra 3, i vaudra 4, i vaudra 5. Ah, 5 n'est pas inférieur à 5, et puis là, il faudra qu'il se passe quelque chose. Ce quelque chose, eh bien, c'est le renvoi de la première valeur. On va renvoyer n1. Donc, là, si je renvoie n1, ici, on n'a rien pour le récupérer. Et c'est pas bon. Donc, ce que l'on veut, c'est récupérer sa valeur. Donc là, déjà, on a une méthode, la machine infernale est stoppée. On a i qui va tourner, tourner, tourner jusqu'à dépasser n2, ou être égal à n2 plutôt. Et donc là, à partir de là, on renverra n1, puis on renverra n1, puis on renverra n1. Mais là, il n'y a rien qui s'additionne. Si je renvoie n1, n1 sera égal à n1, puis je renvoie n1, n1 sera égal à n1, etc., etc. Ce que je peux faire ici, c'est ajouter une addition n1. Et donc là, notre méthode récursive est terminée. Alors on va faire un test pour voir si elle fonctionne bien. Donc ici, je vais recoder la même chose. On va attendre un résultat par récursion. Donc ici, je prends en chaîne de caractères le résultat. Et puis j'aime bien comparer tout simplement avec une méthode non récursive. Donc là ici, par multiplication, autrement dit la multiplication que l'on pourrait faire d'origine en Python. Donc ici, ce serait str de n1 fois n2. Alors sur Visual Studio, quand vous faites CTRL F5, si vous avez l'interpréteur qui est connecté, eh bien, vous pouvez voir le résultat. Et là, ce que l'on constate, par récursion, on a 18 et par multiplication, on a 15. Alors réfléchissons. Il a fait une fois de trop la récursion. C'est parce que i doit commencer à 1. Pourquoi i doit commencer à 1? I va aller jusqu'à être égal à n2. Et à chaque fois, ensuite on va dépiler la fonction, on renverra n1 plus n1. Donc, on fera la multiplication. Retestons. Et là, on a 15 qui est égal à 15. Alors, comment ça fonctionne? Regardons le comportement du fonctionnement de récursion multiplication. Au tout début, je lui envoie n1, n2 et je ne précise pas de i. Donc, au final, on a récursion multiplication de 3, 5, 1. I est inférieur à n2 puisque i est égal à 1 et n2 est égal à 5. Donc, on rentre dans récursion multiplication et cette fois, on envoie 3, 5 et on envoie i plus 1. Donc 1 plus 1, donc on envoie 2. I est toujours inférieur à n2, donc on renvoie 3, 5, 3. I est toujours inférieur à n2, donc on refait appel 3, 5, 4. I est toujours inférieur à n2, donc on renvoie 3, 5, 5. Ah là par contre, I, il n'est pas inférieur à n2, il est égal à n2. Donc on va renvoyer n1. Donc on renvoie n1, j'ai mis sur la même ligne ici. Donc là n1 est égal à 3. On retourne à l'appel de récursion multiplication 3, 5, 4. Et ce que l'on sait, c'est qu'on va récupérer ce qui a été envoyé après, plus n1. Donc ce qui a été envoyé avant, c'est le 3 ici. Donc on fait 3 plus 3 et ça fait 6. On sort du if et on renvoie n1. Mais maintenant n1 est égal à 6. Donc on dépile, on arrive à 3, 5, 3. Et 3, 5, 3, c'est 6 plus 3. En effet, récursion multiplication a renvoyé 6 ici, et on ajoute 3.
Donc N1 sera égal à 9. On remonte dans la pile, et là ici on retourne à récursion multiplication 3, 5 et 2. Et 3, 5 et 2, ici c'est 9 plus 3. En effet, récursion multiplication renvoie 9 ici, auquel on ajoute 3. Donc N1 est égal à 12 maintenant. Et enfin, le tout premier appel, le 3, 5, 1. Ici, on va avoir 12 plus 3. Donc regardez bien ici. On va renvoyer 12 et on va encore ajouter 3. Et donc là, N1 sera égal à 15. Et donc quand on renvoie N1, toutes nos additions en fait ont été faites 5 fois. Donc on a reproduit le comportement d'une multiplication et on tombe sur le bon résultat. Alors on pourrait tester avec quelque chose, par exemple 100 fois 5. On peut regarder si ça fonctionne avec 100 fois 5. Et on a bien 500, 500. Alors essayons avec 8 fois 9. On est censé avoir 72. Et là on voit bien qu'on a 72, 72. Donc là, dans ce premier exercice, on a réussi, on a reproduit le comportement d'une multiplication de deux nombres entiers positifs grâce à la méthode récursion-multiplication. Alors cette méthode, on pourrait l'améliorer pour prendre en compte les nombres négatifs, les fractions, mais là c'est vraiment pas le but. L'idée c'était d'avoir une première approche déjà de la récursion, et maintenant qu'on a eu cette première approche, qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, on va passer au second exercice. Dans celui-ci, nous voulons recoder une inversion de chaîne de caractères. Autrement dit, nous voulons reproduire le comportement lorsqu'on écrit après une chaîne de caractères double point, moins 1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette écriture, j'ai préparé un exemple dans le terminal. Donc S est une variable qui fait référence à une chaîne de caractères foxp. Et si j'écris S crochet double point, moins 1, ça me renvoie cette chaîne de caractères mais inversée. Ce que l'on veut, c'est avec une méthode récursive reproduire ce comportement. Alors débutons. Première chose dont on a besoin, c'est une chaîne de caractères sur laquelle travailler. Donc je reprends S est égal à foxp. Ensuite, on veut stocker dans une variable l'inverse, donc j'écris inverse de S, et inverse de S va récupérer le résultat de notre méthode récursive, récursion, inversion, string. Ce que l'on sait, c'est que cette méthode pour travailler va avoir besoin de notre chaîne de caractères, donc on lui envoie en paramètre S, notre chaîne de caractères. Très bien. Passons à la définition de la méthode. Def récursion inversion string, et on sait qu'elle en paramètre une chaîne de caractères. Ok. On sait que c'est une méthode récursive, donc on crée notre machine infernale. On refait appel à récursion inversion string, et puis pour le moment on va mettre S. Là on a tous les éléments du squelette de notre méthode récursive. Maintenant il faut réfléchir à comment on veut récupérer l'inverse d'une chaîne de caractères. Voici la solution que je vous propose. Ici, on va récupérer le dernier caractère de S, donc le Y. Pour récupérer le dernier caractère, il faut écrire S de moins 1. En effet, si ici je fais S de moins 1, ça me renvoie bien le Y, qui est le dernier caractère de foxp. Très bien. Mais la machine infernale, il faut l'arrêter. Pour ça, je vous propose, si la longueur de S est supérieure à 1, alors on continue la récursion. Mais ça implique qu'il va y avoir des modifications sur S, puisque si S ne change jamais, sa longueur sera toujours supérieure à 1 et la machine infernale restera une machine infernale. Pour ça, on va envoyer à chaque fois dans la chaîne de caractères notre S auquel on enlève le dernier caractère. Et enfin, on va renvoyer new S. Alors là, ça paraît pas, mais ça y est, la méthode récursive est terminée. On a créé notre machine infernale, on a trouvé comment la stopper, mais maintenant il est temps d'expliquer comment ça fonctionne. Pour ça, j'ai préparé du coup un exemple ici. Au premier appel, on envoie notre chaîne de caractères foxp. Très bien, donc ensuite on prend newS est égal à Y, donc on prend le dernier caractère. Est-ce que la longueur de S est supérieure à 1? Oui. Donc on envoie S, mais auquel on a enlevé son dernier caractère. Donc on envoie foxp. On réitère la même opération,
on envoie le P. Ici, on récupère le P, pardon. Là, la longueur est toujours supérieure à 1, et donc on envoie Fox avec 2x. Et on va continuer comme ça. Donc on envoie Fox, puis ensuite on envoie Faux, et ensuite on envoie F. Et là, c'est le moment où on va concaténer à chaque fois les caractères. Donc concaténer, ça veut dire faire new s plus égal récursion string. Donc on arrive à la dernière récursion. Il ne nous reste plus qu'une seule lettre, et donc on prend la dernière lettre de notre chaîne de caractères, mais finalement on n'a pas le choix, on prend le F ici. La longueur de S n'est pas supérieure à 1, elle est égale à 1. Donc on va renvoyer notre new S. Donc on va renvoyer notre F. Très bien, donc on est ici. On dépile, donc on arrive à ici. Et ici on avait pris le dernier caractère qui était le O. Le O va se voir concaténer le F, et donc ça va donner off. On redépile, et donc on est sur cet appel-là. Et sur cet appel-là, on avait retenu le dernier caractère qui était X. Et donc au X ici, on va concaténer le off. À chaque fois, vous voyez ici, il y a le plus égal pour la concaténation. Et ça va devenir xof. Et on refait encore. Donc ici, on avait envoyé Fox. On avait gardé comme dernier caractère le X. Et donc on concatène X avec xof. Ça donne encore xof, mais avec 2X. Et puis on remonte encore une fois. Et on avait envoyé Fox. Donc on avait gardé le P. Et donc ici, on va concaténer le P et xof. Et enfin, au dernier appel, on a foxp. Donc c'était le premier appel. Et foxp, eh bien tout simplement, rappelez-vous, au tout début, on avait gardé le Y. Et donc au Y, on va concaténer pxof. Et ça va donner ipxof. Et donc là, notre chaîne de caractères a bel et bien été inversée. Et on la renvoie avec return new s. Et on la récupère avec inverse s. Alors, si je fais un print de inverse s, et donc que j'envoie un CTRL F5, donc que j'interprète mon code, alors ici, hop, petite erreur, et oui, il me dit que j'ai mis un S en trop. On recompile. Ah, et là, vous voyez, il m'a bien fait un print de ipxof. Alors, on pourrait tester avec une autre chaîne de caractères, par exemple, je code des méthodes récursives. On va mettre le petit accent. Et puis on peut, hop, on réinterprète. Et il nous a bien inversé le code. Alors on peut tester, hein, si ça marche bien. On va tester par exemple si inverse de S est égal à S de double point, moins 1. Donc autrement dit, si on avait inversé notre chaîne de caractères en faisant appel à cette notation-là, si ça nous envoie true, c'est qu'on a bien réussi à recoder l'inverse. Donc j'interprète et ça envoie true. Donc notre méthode, elle est bel et bien fonctionnelle. On a réussi à coder une méthode récursive qui inverse une chaîne de caractères. Donc ça, c'était pour le deuxième exercice. On va passer au troisième. Dans celui-ci, on veut recoder la méthode index d'une liste. Alors que fait cette méthode? J'ai créé une liste ici dans le terminal. Donc chaque élément, c'est une chaîne de caractères. Donc on voit liste L, et puis on a F, O, X, X, P, Y. La méthode index d'une liste, donc si je fais L.index et que je lui envoie en paramètre, par exemple, la chaîne de caractères X, elle me renvoie l'indice du premier élément où elle a trouvé la chaîne de caractères que l'on recherche. Autrement dit, ici il y a 2x, et pourtant il m'a renvoyé qu'un seul indice, et il m'a renvoyé l'indice en fait du premier élément qu'il a trouvé correspondant à ce qui a été envoyé en paramètre de la méthode index. Donc là, le x est bel et bien l'indice 2, 0, 1, 2. Donc il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un x, et ce premier x, il est à l'indice 2. Nous, on veut utiliser des méthodes récursives, notamment, enfin, une méthode récursive, pour reproduire ce comportement. Alors, on va commencer avec une liste qui va nous permettre de travailler. Donc je reprends cette liste dont les éléments constituent la chaîne de caractères foxp. Il va nous falloir une variable ici, search, qui va nous permettre en fait de connaître quelle chaîne de caractères on recherche dans la liste ou quel élément, ça peut être aussi une liste de nombres. Et enfin, je vais récupérer l'indice de l'élément dans une variable indice, et ça sera ce qui est renvoyé par récursion index. Alors récursion index, de quoi a-t-elle besoin pour travailler? Eh bien elle a besoin de travailler sur la liste, et elle a besoin de savoir avec quelle chaîne de caractères travailler, donc on envoie search aussi. Très bien, passons à sa définition. Donc récursion index,
elle prend une liste et un élément qu'elle recherche, et là on crée notre machine infernale. On sait qu'on veut une méthode récursive, donc directement, on se lance bêtement, on réécrit le nom de notre méthode, liste index. Donc comme d'habitude, quand on a une machine infernale comme ça, on cherche un moyen de l'arrêter. D'ailleurs, c'est pas index ici, c'est search, pardon. Alors comment on va l'arrêter? Réfléchissons. Ce que l'on veut, c'est parcourir notre liste, et dès qu'on a trouvé l'élément qui nous intéresse, on repart en arrière. Pour ça, on pourrait imaginer une variable qui parcourt la liste d'indice en indice, et à chaque fois qu'on fera appel à la méthode récursive, l'indice augmenterait de 1. Donc on peut imaginer i qui est égal à 0, et à chaque fois qu'on passe par notre méthode, on lui envoie i plus 1. Comme ça, on pourrait avancer dans la liste. Très bien. Et ça n'arrête toujours pas notre machine infernale, et pour ça, c'est très simple. Si on veut l'arrêter, on peut faire tant que i est inférieur à la longueur de la liste, eh bien on continue. Et si en revanche il est égal à la longueur de la liste, là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça veut dire qu'on a parcouru toute la liste et qu'on n'a rien renvoyé. Et si on n'a rien renvoyé, c'est qu'on n'a rien trouvé. Et si on n'a rien trouvé, c'est qu'il n'y avait rien à trouver. Donc on peut renvoyer none. Alors là, on a un début. On a un début de piste, mais il ne nous sert toujours à rien, là, notre i pour le moment. C'est-à-dire que là, notre récursivité, elle ne sera pas infinie, mais on n'étudie pas encore notre liste. On va faire une deuxième condition intérieure à la première, et cette fois, on va tester si liste de i est bel et bien égale à ce que l'on recherche. Et si c'est le cas, alors on n'a plus besoin de continuer à parcourir notre liste, on peut renvoyer i, ça y est, on a trouvé l'élément désiré, on peut dépiler les méthodes. Sinon, si on ne le trouve toujours pas, alors on peut faire appel à notre récursion et on envoie i est égal à i plus 1. Et il ne faut pas oublier ici un dernier return de i qui va nous permettre, à chaque fois, de trouver, enfin de renvoyer, l'indice que l'on a trouvé. Puisque regardez ici, si on passe par le if, on va renvoyer ici return de i. Mais ça veut peut-être dire qu'avant on est passé par cette récursion. Et donc il nous faut renvoyer ce i, et donc on le met après les conditions. Alors, faisons un test, regardons si ça fonctionne. Donc là, on s'attend à ce que le terminal nous indique 2, donc CTRL F5 pour lancer l'interpréteur. Et là, il nous donne 2. Alors on peut tester, je sais pas, moi, notre recherche, on peut la mettre égale à P. Essayons. Et il me dit bien que P est à l'indice 4. Alors regardons, 0, 1, 2, 3, 4. C'est parfait. D'ailleurs, petit détail, si on s'intéresse à i inférieur à length de list, c'est qu'en effet, le dernier élément est à l'indice length de list moins 1. Donc si on essayait avec i est égal length de list, on serait en dehors de la liste, et on aurait un list index out of range en termes d'erreur. Donc c'est pour ça que l'on s'arrête à partir du moment où i est égal à length de liste. Alors, regardons comment ça fonctionne sur notre droite ici, avec deux exemples. Le premier exemple, justement, c'est la recherche de x. Donc, on passe par récursion index, le premier élément que l'on envoie, c'est la liste, et on envoie x, et i est égal à 0. Très bien, donc i est inférieur à length de liste, ok. Par contre, liste de i n'est pas égale à search. Là, c'est f majuscule, et c'est différent de search, donc on va dans le else, et on fait récursion index, et puis on envoie i plus 1, donc on envoie le i égale 1, on arrive ici. Donc, à l'indice 1, on a le O. Le O n'est pas égal au x, donc pareil, on repasse par la récursion. Ah, et là par contre, à l'indice 2, c'est bel et bien égal à x, donc là ici, if list de i égale search, ça va être true, et donc on va rentrer dedans, et on va renvoyer i. Et donc ici, on renvoie 2. Dans la méthode d'avant, ici, hop, i va être égal à 2, et on le renvoie. Et au tout premier appel, i va récupérer le 2, et on va le renvoyer, et donc notre indice ici sera égal à 2. Maintenant, testons si on envoie une lettre ou un élément qui ne fait pas partie de la liste. Donc on peut d'ailleurs le tester ici avant de faire l'exemple là. Donc search est égal à h. J'essaye d'interpréter. Et là il me renvoie none. Il ne l'a pas trouvé. Regardons comment ça fonctionne. Toujours pareil.
je vais dans récursion index et je lui envoie ma liste, l'élément que je recherche est i. Donc je fais ça, i est inférieur à length de liste, donc je refais pareil avec i égale 1, i égale 2, ici d'ailleurs, tac. Refais mes... Hop. Donc on envoie pour i égale 1, i égale 2, i égale 3, i égale 4, i égale 5, on trouve toujours pas à i égale 6. Donc là, quand i est égal à 6, sachant que la longueur de la liste ici est égale à 6, il y a 6 éléments, eh bien on va passer dans le else. Le else va faire return none, donc là on va récupérer le none, on va le renvoyer, on va récupérer le none, on va le renvoyer, on va récupérer le none, on va le renvoyer, donc c'est ce qui se passe ici, on renvoie none, on renvoie none, on renvoie none, on renvoie none, et à la fin, quand on aura tout dépilé, un 10 va récupérer none, et donc on a notre réponse, et bien non, H ne fait pas partie de cette liste. Nous avons bien codé, ici, la méthode index des listes, mais cette fois-ci avec une fonction récursive. On peut donc passer à l'exercice suivant. Dans ce quatrième exercice, on veut coder la valeur factorielle d'un nombre n. Alors c'est quoi la valeur factorielle? Pour ceux qui ne le savent pas, ça s'écrit comme ceci avec un point d'exclamation, et c'est tout simplement une suite de multiplications partant du dit nombre. Alors regardez, si on a 2 factoriels, ça fait 2 fois 1, si on a 3 factoriels, ça fait 3 fois 2 fois 1, 4 factoriels, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1, et là un autre exemple, 10 factoriel, c'est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc je pense qu'avec ces exemples, vous comprenez ce qu'est la factorielle, je ne vais pas vous donner une définition formelle. Et sachant ça, on va pouvoir se lancer dans notre méthode récursive qui permet d'effectuer ce calcul. Débutons avec un nombre avec lequel on veut travailler, donc imaginons que l'on veuille travailler avec n est égal à 5. On veut récupérer la valeur factorielle, donc ici, je vais créer une variable factorielle de n qui va récupérer ce que renvoie récursion factorielle de n. Tout en haut, je crée la définition de ma méthode. Donc def récursion factorielle de n. Très bien. Je sais que c'est une méthode récursive, donc je lance la machine infernale. Récursion factorielle de n. Ok. On a notre nombre avec lequel on veut travailler, on a ici fait appel à récursion factorielle, et on a notre machine infernale ici, donc réfléchissons à la manière de stopper la machine infernale. Ce que l'on constate ici, c'est qu'on part du nombre n, puis à chaque fois, on fait la multiplication avec le nombre moins 1, puis le nombre moins 1, puis le nombre moins 1, et on arrive jusqu'à 1. Ce que l'on peut constater, c'est que déjà la multiplication par 1, elle n'est pas très utile. On pourrait la supprimer puisque un nombre multiplié par 1, c'est ce dit nombre. Donc, on sait qu'on ne va pas aller jusque-là. Ce que l'on constate, c'est qu'à chaque fois, n diminue de 1 pour les multiplications. Donc ici, hop, on va mettre récursion factorielle de n-1. Ok. Maintenant, quand est-ce que ça s'arrête? Et là, on constate à chaque fois, ça s'arrête quand on arrive à 2. Donc, c'est très bien, on a notre condition d'arrêt. Si n est supérieur à 2, alors récursion factorielle de n-1, et sinon, on renvoie n, c'est-à-dire que on va diminuer, 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 et au moment où n sera égal à 2, et bien tac, on renverra n. Ok. Donc ça c'est bien, mais par contre on n'a toujours pas notre calcul de factoriel. Alors le calcul de factoriel, à chaque fois c'est des multiplications, et on récupère la multiplication que l'on obtient par le nombre n-1. Donc ici, il nous suffit juste de faire n fois égal récursion factorielle n-1, ou si vous préférez une autre écriture, n est égal à n fois récursion factorielle de n-1. Alors regardons comment ça marche. Pour n égale 5, je rentre dans récursion factorielle avec en paramètre n égale 5. 5 est supérieur à 2, donc je fais récursion factorielle de 4. 4 est supérieur à 2, je fais récursion factorielle de 3. 3 est supérieur à 2, je fais récursion factorielle de 2. Ah, là par contre, 2 n'est pas supérieur à 2, 2 est égal à 2. Donc je renvoie 2. Ici, ce qui va se passer, donc on renvoie 2 là, mais on renvoie 2 quand on était dans récursion factorielle de 3. Donc ça va faire 3 fois 2, 6, et on renvoie 6.
Donc, on retourne à récursion factorielle 4. Notre n est égal à 4. Et ici, on a renvoyé 6. Donc, on fait 4 fois 6, 24. Et on renvoie 24, pardon. Ici, c'est le premier appel, donc récursion factorielle de 5. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir n égale à 5 et récursion factorielle de n-1 qui va renvoyer 24. Donc, on va se retrouver avec 5 fois 24, 120. Et on renvoie 120. Et donc, factoriel de n sera égal à 120. Alors, on peut faire un test en lançant l'interpréteur avec CTRL F5. Et ici, ah oui, si je ne mets pas le print, ça ne va rien afficher. Donc, print factoriel de n, CTRL F5. Et ça m'affiche bien 120. Alors, on pourrait tester avec 4. Hop, ça renvoie bien 24. On pourrait tester avec 3. Ça renvoie bien 6. En faisant un dernier petit test avec 6, donc ça veut dire que ça ferait 6 fois 120, donc 720. Et c'est bien le cas, ça renvoie 720. Donc, on a réussi à coder le calcul de la valeur factorielle d'un nombre avec une méthode récursive. On peut passer à l'exercice suivant. Dans ce 5e exercice, on va recréer la fonction join des chaînes de caractères. Alors comment fonctionne cette fonction join? J'ai mis quelques exemples ici. Vous prenez une chaîne de caractères, par exemple ici un tiret, et vous passez en paramètre de join une liste. Ce que va faire cette méthode, c'est qu'elle va vous créer une chaîne de caractères et entre chaque élément de la liste, elle va mettre le caractère ou les caractères que vous avez choisis lorsque vous avez fait appel à la fonction join. Donc ici j'ai pris un tiret, et la fonction join m'a mis un tiret entre chaque élément de ma liste. Ici, un deuxième exemple, j'ai mis un espace, une barre verticale, un espace, et du coup, entre chacun des éléments de ma liste, la fonction join a mis un espace, une barre verticale, un espace entre mes éléments. Donc on veut recoder cette méthode. Alors, premièrement, il va nous falloir un caractère pour joindre les éléments de notre liste, donc choisissons le tiret par exemple, et il nous faut une liste. Alors je vais reprendre celle qu'il y a sur la droite, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, une variable qui va contenir ma chaîne de caractères avec le join qui lui est appliqué sur la liste, et une méthode récursion join qui sera notre méthode récursive pour reproduire le comportement de la méthode join. Très bien. Définition de la méthode, donc récursion join, et ici c'est list, double point, et maintenant on crée notre machine infernale, récursion join, c'est list. Ok, comme d'habitude, on a les éléments de départ pour travailler, et on a notre machine infernale, donc maintenant comment on l'arrête? L'idée, tout simplement, c'est de parcourir toute notre liste. Donc on peut l'arrêter quand on arrive à la fin de la liste. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'un indice, d'un indicateur qui va nous permettre de nous balader sur la liste. On va l'appeler i, sans grande imagination, et puis tout simplement à chaque fois on renverra i plus 1. Ok. Maintenant, réfléchissons. Si on reprend l'exemple, on peut constater que le tiret n'est pas mis avant le premier élément et il n'est pas mis après le dernier élément. Donc ça, il va falloir le prendre en compte. Pour ça, je vais créer une variable que j'appelle finalString et celle-ci sera égale à str de liste de i, donc on transforme en chaîne de caractères liste de i si ça n'est pas le cas, et on va lui ajouter le tiret. Mais ça, on le fera que si i est inférieur à length de liste moins 1. Autrement dit, on le fera pour chaque élément, sauf le dernier. Vu qu'en effet, le dernier élément, son indice, c'est length de liste moins 1. Donc en revanche, si on est sur le dernier élément, là, on fera juste str de liste de i, on ne mettra pas le tiret après. Là, regardez, je prends l'élément de la liste, je mets le tiret. En revanche, quand on sera au dernier élément de la liste, donc à l'élément à l'indice length de liste moins 1, là, je ne mets pas de tiret après. Sachant que chaque élément ici, quand ils sont inférieurs à l'avant-dernier élément, au dernier élément, on met le tiret après, on n'aura pas de problème non plus pour le tiret qui se trouve avant l'élément de la liste. Donc là, on a géré déjà le caractère avant le premier élément et après le dernier élément. Très bien. Mais notre machine infernale, elle est toujours lancée. Alors,
on va la continuer tant que i est inférieur à length de liste de i, length de liste, pardon, moins 1. On fait notre récursion. Si ça n'est pas le cas, on renvoie final string. Ok? Donc, ici j'ai une liste de 6 éléments. Au début, i est égal à 0. Donc j'avance, donc i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3, i est égal à 4, i est égal à 5, et là quand i est égal à 5, 5 n'est pas inférieur à 5, vu qu'ici length de liste moins 1, ça fait 5, vu que la longueur de ma liste est de 6. Donc on renverra directement final string, et sachant que justement le dernier élément, il n'a pas un tiret après, on renverra final string, donc on renverra str de liste de i. Très bien, mais ça, faut le récupérer. Et ce que l'on veut, c'est le concaténer au reste. Donc on va faire final string plus récursion join, c'est liste de i plus 1. Donc que se passe-t-il? On va jusqu'à la fin de notre liste, et dès qu'on arrive au dernier élément, on le renvoie sans tirer après, et ensuite on concatène ça à chaque fois au nombre et un tiret. Alors les explications orales comme ça, c'est toujours un peu compliqué, donc toujours comme les exercices précédents, j'ai mis un exemple ici. Donc récursion join ici, on lui envoie le tiret, notre liste de chiffres en chaîne de caractères allant de 1 à 6, et i égale à 0. Donc là, i est inférieur à length de liste moins 1, donc on avance, i égale 1, i égale 2, i égale 3, i égale 4, i égale 5. Ah, là 5 n'est pas inférieur à 5, donc on renvoie final string. Et donc on va renvoyer str de liste de i, donc on renvoie juste le 6, le dernier élément. Ici, quand i est égal à 4, final string était égal à 5 tirets. Donc on va concaténer 5 tirets et 6. Tac, on renvoie, donc quand i était égal à 3, on avait 4 tirets, donc 4 tirets à la chaîne de caractères, et on va concaténer 4 tirets à 5-6. Ensuite, quand i était égal à 2, on avait 3 tirets, et on va concaténer 3 tirets à 4-5-6. Quand i était égal à 1, on avait 2 tirets, et on va concaténer 2 tirets à 3-4-5-6. Et quand i était égal à 0, on avait 1 tiré, donc on va concaténer 1 tiré plus 2 tirés, 3 tirés, 4 tirés, 5 tirés, 6. Et on renvoie le tout. Alors faisons un print list join, et puis testons, donc CTRL F5 on interprète, et là il m'envoie bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a réussi à faire notre join. Donc on peut tester par exemple ici avec espace, barre verticale, espace, et puis imaginons on a grandi un petit peu notre liste avec 7, 8, 9, allez allons jusqu'à 10, hop, CTRL F5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, par contre, effectivement, ici il m'a mis des tirets alors qu'il fallait utiliser le C. C'est une petite erreur de ma part, en effet ici c'est plus C. Réinterprétons, et là ça fonctionne. J'avais même fait l'erreur ici, dis donc. C'est bien de tester. Donc voilà, on a réussi à recoder la méthode join avec une fonction récursive. Alors je pense que ce sera le dernier exercice pour cet épisode, pardon, mais il y en aura encore plein d'autres. J'espère que ça vous a permis un petit peu de voir la méthodologie pour créer des fonctions récursives, l'instinct derrière pour justement créer des fonctions récursives, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur les fonctions récursives. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez également vous abonner. Dans le prochain épisode, on fera encore d'autres exercices, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.